Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti. Parlons maintenant du Renault Espace, une légende née en 1984 qui a su traverser les décennies tel un vaisseau spatial voguant à travers les étoiles de l'industrie automobile. Mais voilà, en 2023, notre héros s'est transformé en un SUV. Cependant, voici qu'émerge l'espoir d'une résurrection. Autocar a eu la chance de s'entretenir avec Olivier Brosse, responsable de la plateforme Ampere Medium chez Renault. Il a tout simplement déclaré qu'une résurrection de l'espace est quelque chose que Renault envisage, laissant entrevoir un futur où les lignes épurées du monospace pourraient à nouveau arpenter nos routes européennes. Mais attention, la marque doute encore sur l'accueil des clients pour un monospace dans un monde où les SUV règnent en maître. Cela dit, Olivier Brosse précise qu'un monospace électrique de cette envergure pose des défis techniques de taille, car dès qu'une voiture dépasse les 2 tonnes 2, il faut songer à la propulsion ou à une transmission intégrale. Donc si l'Espace adopte la plateforme Ampere Medium, il faudra prévoir quelques ajustements. Une chose est sûre, l'espoir d'un retour de l'espace plane dans l'air tel un nuage chargé de promesses, et avec Luca de Meo à la barre, prêt à réécrire l'histoire avec son encre de modernité, qui sait ce que l'avenir nous réserve. Alors un retour de l'espace en version néo-rétro, pour ou contre? Dites-moi ça dans les commentaires. Voici le nouveau Frontera d'Opel. Maintenant, si vous entendez ce nom et que votre esprit divague vers des images de robustesse et de tout-terrain, vous êtes probablement coincé dans le passé. La 3e génération, fraîchement dévoilée par Opel, n'a absolument plus rien à voir avec son ancêtre, et si son allure vous rappelle étrangement un autre membre de la famille Stellantis, avec des chevrons, c'est normal, car il est basé sur le nouveau C3 Aircross, actuellement commercialisé en Inde et qui arrivera également chez nous. À l'intérieur, par contre, on retrouve le style Opel, avec un tableau de bord numérique de 10 pouces et un écran tactile central de la même taille. Rien de folichon, mais ça fera l'affaire. Maintenant, passons sous le capot. Vous avez le choix entre une puissance électrique de 156 chevaux avec une batterie de 54 kWh dont Opel ne dévoile pas encore l'autonomie, ou pour une expérience client optimale, nous trouvons également un moteur essence turbo de 1,2 litre avec une petite touche hybride de 48 volts. Il arrive cet automne dans les concessions avec ses tarifs qui sont encore bien gardés. Maintenant, chez Stellantis, à force de faire fonctionner la photocopieuse et de proposer un seul modèle rebadgé dans toutes les marques du groupe, ne risque-t-il pas de se tirer une balle dans le pied à long terme? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et maintenant, passons chez Renault, et c'est un moment solennel, mesdames et messieurs, car nous disons adieu à une vieille amie de la route. La Renault Mégane à moteur thermique est officiellement partie rejoindre le grand garage Céleste le 5 avril dernier avec le dernier exemplaire produit. Oui, après 3 décennies de service loyal, elle tire sa révérence dans un monde où les pressions environnementales et les normes de sécurité évoluent trop vite. La Mégane a été un symbole de la berline compacte, mais même les légendes doivent parfois céder la place aux nouvelles générations. Ses chiffres de vente ont chuté comme un avion sans carburant, passant de 160 000 à moins de 20 000 unités écoulées. Mais ne blâmons pas seulement le marché, la Mégane ne pouvait résister à l'assaut des nouvelles normes de sécurité. Le GSR2 impose des exigences si strictes en matière de sécurité que la Mégane ne pouvait pas survivre. Mais dans le monde de l'automobile, une fin est souvent le début d'une nouvelle aventure. Renault prépare déjà le terrain pour la renaissance de son icône, mais cette fois-ci sous une forme plus adaptée à notre ère électrique. La Mégane devrait revenir sous les traits d'un SUV nommé Symbiose, avec une touche hybride pour répondre aux exigences du moment. La Mégane est morte, alors vive la Mégane! Citroën a présenté la IC3, une voiture électrique qui a débarqué tel un coup de tonnerre en fin d'année dernière. Avec ses 300 km d'autonomie pour un prix de 23 300 € hors bonus, cela a fait trembler la concurrence. Mais ce n'est pas tout. Citroën décide maintenant de donner un coup de poing supplémentaire avec sa version thermique. Munie d'un moteur PureTech de 100 chevaux, elle débarque à un prix d'attaque de 14 990 €. La Dacia Sandero est clairement la cible, celle-ci est proposée à 14 250 €. L'écart se creuse davantage lorsque l'on pointe du doigt la Peugeot 208 PureTech 100 chevaux en version de base qui réclame 5 860 € de plus. Et que dire de la petite Renault Twingo? Elle ose demander un tarif de 17 000 € tout en étant moins puissante et plus petite. Dans sa configuration de base U, la C3 est déjà bien équipée avec la climatisation, le régulateur de vitesse, des rétroviseurs électriques, des radars de recul ou encore le freinage automatique d'urgence.
Mais ce n'est pas tout. Le niveau max, le haut de gamme de la C3, est proposé à partir de 19 200 € avec le même moteur et vous aurez droit à un écran tactile de 10,25 pouces intégrant la navigation 3D, la climatisation automatique, la recharge par induction du smartphone, la caméra de recul ainsi que des capteurs de pluie et de lumière. Mais cela justifie-t-il quasiment 5 000 € de plus ? Pour le moment, seule une motorisation PureTech de 100 chevaux associée à une boîte mécanique à 6 rapports est disponible, mais gardez à l'esprit que Citroën nous promet que ce moteur a été repensé pour une performance et une fiabilité optimale, avec en prime une chaîne de distribution. Fiable ou pas fiable, l'avenir nous le dira, mais dites-moi dans les commentaires si vous deviez choisir entre la Sandero et la C3, laquelle vous prendriez. Parlons du Nissan Qashqai, ce vétéran des champs de bataille qui doit à nouveau affronter les assauts de ses rivaux dans l'arène des crossovers familiaux. Lancé en 2021 dans sa forme actuelle, le voilà déjà prêt à un restylage de mi-carrière après seulement 3 ans de service. Et regardez ce teaser officiel qui fait le tour des réseaux sociaux, ce Qashqai restylé semble prêt à changer de visage de manière assez drastique. Les phares, le bouclier, la calandre sont largement modifiés, on n'est clairement pas dans l'optique d'un simple petit lifting. Sous le capot, le Qashqai remanié devrait garder son arsenal de motorisation thermique et hybride. On parle ici d'hybridation légère à 48 volts et même d'une déclinaison e-Power full hybride. Mais ne vous attendez pas à voir débarquer un hybride rechargeable, encore moins une version 100% électrique. Non, ces idées-là ne sont pas sur la table pour l'instant. Cependant, la prochaine génération, elle, pourrait bien faire le grand saut vers le zéro émission. Ce Qashqai restylé sera officiellement dévoilé le 17 avril prochain. Une nouveauté chez Alfa Romeo est tellement rare qu'on l'attendait au tournant. Comme une licorne dans une forêt, il s'est amusé à jouer à cache-cache avec nous. Un coup, il devait s'appeler Brennero, puis Junior, et au final, c'est Milano. De plus, il se trouve que c'est la première Alfa Romeo électrique et sous l'ère Stellantis, le Tonale ayant été développé avant la fusion du groupe. Soyons rapides, au vu des premiers commentaires suite à sa présentation hier, tout le monde est plutôt déçu. Et il faut dire qu'il y a de quoi. Bon, déjà premièrement, c'est un SUV, bon, ça ne surprendra plus personne au vu de l'époque et Alfa Romeo nous avait préparé. Par contre, qu'est-ce que c'est que cette face avant ? Mais avant d'en parler, faisons le tour du propriétaire. Avec ses 4,17 m de long, 1,78 m de large et 1,50 m de haut, il se frotte au Renault Captur, Ford Puma, mais également Peugeot 2008, Fiat 600 et Jeep Avenger dont il partage la même plateforme. La calandre Scudetto, tel un emblème de noble lignée, se décline en 2 versions, Progresso, ornée du serpent Visconti, et Legenda, mettant en avant le nom de la marque. Soyons honnêtes, cette deuxième est plutôt réussie. Par contre, tout ce qu'il y a autour est, particulier. Beaucoup trop torturé, beaucoup trop. On dirait un Renault Captur qui aurait subi un lifting chez Zagato dans les années 90, dont les designers auraient un peu abusé sur l'absinthe. Nous sommes très loin de la beauté pure, sensuelle et éternelle d'Alfa Romeo. Ceci sera donc la première Alfa à prendre un coup de vieux dans 6 mois. Enfin, encore faut-il qu'il se vende. Ce dernier point n'est pas incertain et il trouvera forcément son public, mais certainement pas chez les alfistes. À l'arrière, ce n'est guère mieux, ce bandeau qui retombe sur les ailes est original, il fait un peu penser au postérieur du Suzuki S-Cross ou encore à celui d'une Maserati 3200 GT, mais l'ensemble manque de subtilité. À l'intérieur, les codes Alpha sont revisités avec une touche de modernité. Les compteurs ronds, surnommés canocchiale, semblent vous fixer avec la précision d'une longue vue, tandis que l'écran multimédia de 10,25 pouces tourné vers le conducteur vous accueille avec des widgets personnalisables. C'est sombre, très sombre, trop sombre. On espère le retour des sièges en cuir rouge ou beige, chers à la marque par le passé. Dans l'ensemble, l'intérieur est plutôt agréable, mais ne se démarque pas du tout de la concurrence. La disposition est toujours la même, peu importe le constructeur, la faute à tous ces écrans. L'espace à bord est dans la moyenne basse de la catégorie, par contre son coffre offre 400 litres de capacité, ce qui en fait l'un des plus grands par rapport à ses concurrents. Mais franchement, qui a envie d'une Alfa Romeo pratique ? Techniquement parlant, le Milano emprunte tout à la famille Stellantis. En version électrique, il embarque un moteur de 156 chevaux alimenté par une batterie de 54 kWh, vous permettant de filer sur les routes avec 410 km d'autonomie. Capable de se recharger en 100 kW maximum sur une borne rapide, cela permet de passer de 10 à 80% de batterie en 30 minutes. Vous aurez donc une demi-heure devant vous pour regarder votre Milano et tenter d'apprécier son design.
Pour les amateurs de sensations presque fortes, une version Veloce vous offre un moteur de 240 chevaux, toujours 100% électrique, qu'on retrouvera aussi sous le capot de l'Abarth 600. Mais attendez, il y a plus, ou pire, c'est selon. Le Milano ne se limite pas à l'électrique, il vous propose également une version thermique avec un sublime 1,2 litre PureTech micro-hybridé avec 136 petits chevaux. La marque insiste sur le fait qu'il sera équipé d'une chaîne de distribution, gage de fiabilité. Enfin, on verra. Cette version sera d'ailleurs disponible en transmission intégrale Q4, et ça, c'est bien. Par contre, bon point pour la direction qu'Alfa annonce être la plus directe de la catégorie. Alors attendons de pouvoir en prendre le volant pour voir si l'ADN Alfa est au moins respecté pour la conduite. Côté équipement, le Milano n'oublie rien, conduite autonome de niveau 2, siège avant électrique et massant, haillons électrique, mise à jour over-the-air, application smartphone qui permet de contrôler à distance la voiture ou encore ChatGPT qui arrive pour la première fois chez Alfa. Maintenant côté prix, la version Speciale Ibrida 136 chevaux sera proposée à partir de 31 500 € et la version Electrica 156 chevaux Speciale à partir de 40 500 €. Ce qui finalement est plutôt bien placé par rapport à la concurrence. Mais franchement, à force de le voir, on regrette presque l'Arna. Et vous, que pensez-vous de cet Alfa Romeo Milano? Dites-moi ça dans les commentaires. Chez Volkswagen, on peut dire que les ventes de véhicules électriques se sont complètement effondrées, mais si on fait un tour d'horizon des chiffres, on pourrait dire que Volkswagen n'a pas vraiment calé au premier trimestre 2024, car toute motorisation confondue, le groupe enregistre une petite montée de 3% de ses livraisons entre janvier et mars 2024, soit 2,1 millions d'unités qui ont trouvé preneur. Mais voilà, quand on met le nez dans les voitures électriques, l'histoire prend un virage moins glamour avec une descente en piqué de 24,3% en Europe. Oui, 24% de baisse seulement sur les 3 premiers mois de l'année. Entre janvier et mars 2024, le groupe Volkswagen n'a vendu que 74 400 modèles électriques en Europe, contre 98 300 à la même époque l'année dernière. Et on parle bien de tout le groupe Volkswagen avec Audi, Porsche, Skoda, Cupra. La faute à qui? Eh bien peut-être à l'Allemagne. Sans leur petite prime écologique, le pays a vu les ventes de voitures électriques plonger de 29%, toutes marques confondues. Malgré ce coup de mou sur le vieux continent, nos amis allemands ne crient pas encore au secours. Volkswagen nous sort le grand jeu et nous explique que le nombre de modèles 100% électriques commandés a plus que doublé en glissement annuel, avec un bond de 154% au cours de ce premier trimestre 2024. Mais voyez-vous, les brillants résultats de leur Revo sur le créneau électrique prouvent bien que l'ambiance économique n'est pas la seule responsable de ce crash en piqué. La concurrence leur met un peu la pression et il serait peut-être temps de rendre les Volkswagen électriques simplement désirables. Voici une autre nouvelle fracassante, la Fiat 500 électrique, la petite diva des rues chic depuis 2020, avec son allure rétro, a fait tourner bien des têtes et s'est offert un départ canon sur le marché, devenant même la coqueluche des routes allemandes à la fin de l'année dernière. Mais voilà, tout n'est pas rose dans le royaume des citadines électriques. Cette belle italienne, aussi séduisante soit-elle, reste un peu trop coûteuse pour le commun des mortels. En effet, à partir de 30 400 € en France pour une batterie de 24 kWh offrant à peine 190 km d'autonomie, il n'est pas étonnant de voir les ventes plonger. Et quand les ventes chutent, c'est l'usine qui trinque. Stellantis prend les choses en main et se précipite au secours de notre cher 500 électrique pour lui redonner des couleurs. Non seulement il planche sur une version thermique pour attirer une clientèle plus large, oui, vous avez bien entendu, la Fiat 500 électrique va devenir thermique. Bref, le groupe annonce aussi un investissement de 100 millions d'euros pour l'usine de Mirafiori, histoire d'améliorer l'efficience de la 500 électrique et de la rendre plus abordable. Elle devrait donc très probablement adopter des batteries LFP moins chères et plus denses afin d'atteindre un premier prix aux alentours des 25 000 €. Espérons que cela suffise pour relancer les ventes. Et d'ailleurs, si vous êtes à la recherche de l'assurance auto au meilleur prix, nous avons mis au point un comparateur qui vous fera économiser 380 € en moyenne sur le prix de votre assurance auto. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!